On est là, on est entrepreneur, on a lancé notre business. Qu'est-ce qu'on délègue en premier, selon vous? Vous n'avez rien perdu de ce que vous avez mis, mais vous avez perdu la différence gagnée. Évidemment, c'est une arnaque. Ne commencez pas à croire que quelqu'un va vous envoyer des signaux de trading et que ça va fonctionner. Tu fais quelque chose pour nous, tu nous montres ce que tu sais faire, et si ça nous plaît, let's go. Comment bien manager, comment recruter, comment virer. On n'a jamais pris d'engagement officiel comme un carnet de 10 règles à respecter, mais malgré tout, on connaît les limites qu'il ne faut pas dépasser. Si c'est possible, ne travaillez pas avec des amis, ne déléguez pas les tâches à des amis, parce que c'est compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors des clous. Aujourd'hui, Alors vous l'avez remarqué, peut-être, on a un invité un peu spécial aujourd'hui, mais qui n'a pas vraiment le profil d'un invité normal, puisqu'il n'a pas une caméra pointée uniquement sur lui. Il partage l'écran aujourd'hui. C'est parce que ça a vraiment été improvisé pendant le déjeuner, c'est-à-dire il y a 1 heure, un truc comme ça. C'était pas prévu, donc du coup on avait prévu que 2 trépieds sur 3. Exactement. Donc pour information, Clément fait partie de l'équipe d'Hugo, on va dire, voilà, pour parler un petit peu des choses comme ça. Voilà, vous êtes ensemble dans la vie également. Tout à fait. Donc c'était intéressant d'avoir votre ressenti, surtout dans cette période électorale où bon, on sait bien Quand le piège. Attends. J'ai lu les sujets, ça en fait pas partie, je crois. Attends. Non, c'est pas fait dedans. pas partie des questions. Ouais, non, ça fait pas C'est partie. ce qu'on envoie aux gens pour les on va faire se venir. calmer parce que cet épisode pour l'instant c'est un gros bordel. Alors, Ouais. si vous nous écoutez, ne partez pas tout de suite. Surtout On va pour parler de l'instant, choses intéressantes. Personne n'a parlé des lunettes de soleil et tout. Enfin, il y a encore beaucoup d'anomalies qui sont pas encore résolues. Ouais, bon, bah écoute, Non, mais- j'ai une conjonctivite, j'ai le droit de mettre des lunettes de soleil. Non, Et en nous, vérité, c'est par j'ai- solidarité, figure-toi. Exactement, c'est ça. Parce que Non, du mais coup, c'est le vrai. plan, c'est les lunettes, on fait qu'on les garde. Comment ça se passe? Bah, on va laisser les gens répondre en commentaire et du coup, bah, tant qu'ils ont pas répondu, on les garde. Non, moi je vais les enlever maintenant. Je vais les enlever maintenant. Mais c'est bien, Vu- c'est vu bien. que c'est Garde un vraiment- petit peu de sérieux. 100% improvisé, je me rends pas compte. Là, on m'entend. Je te signale que t'as un œil au beurre Là, on noir m'en- avec la boxe. Ouais, C'est mieux c'est que vrai tu que remettes tes toi, lunettes. t'avais un vrai C'est mieux que prétexte tu pour mettes. avoir tes lunettes de soleil finalement. C'est vrai. On m'entend aussi bien ici qu'ici, y a pas de souci. Non, c'est quand tu vas trop en arrière, on C'est t'entend beaucoup, pas. c'est beaucoup mieux quand c'est Ça marche. un peu plus près du micro, Ça sera alors, donc sans aller ici. sur de l'ASMR. Alors écoutez, aujourd'hui on va essayer de parler quand même d'un thème. Hein. C'est pas le but n'est pas non plus. Je vous avoue, on a bu un petit verre, on est tous très gays, il fait assez chaud, on a bien mangé, des choses comme ça. Tout à fait. Donc voilà, on est un petit peu énervé, mais on va essayer de se recentrer autour d'un sujet quand même qu'on va essayer de traiter ensemble. Et on va profiter de la venue totalement volontaire d'ailleurs de Clément sur ce podcast. Ça fait plusieurs fois qu'on lui demande. Si vous avez écouté les podcasts depuis le début, lors du premier épisode, il me semble, on avait présenté Clément et on avait même demandé en commentaire, d'ailleurs personne n'a répondu, puisque peu de gens ont vu cet épisode. Est-ce que vous voulez que Clément vienne? Bon, déjà les gens n'ont pas vu l'épisode, ils ne sont savaient pas, déchaînés, hein. ils savaient pas qui était Clément. Il était déchaîné. Donc aujourd'hui, Clément est là et ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un avec des réponses en général, un avis, on va dire, tranché, des réponses incisives. Ne pars pas dans l'insulte comme tu le fais habituellement, si c'est possible. Mais on va parler d'un thème qu'on a préparé quand même un minimum sur le papier, Incroyable. qui est... Pour info, On peut- quand même, pour représenter le sérieux de l'émission, le thème était vraiment préparé depuis la semaine dernière, Exactement. avant même de savoir que j'allais faire partie à un vrai, moment ou un autre. c'est Donc vrai. le thème n'est pas du tout choisi Non. par rapport à moi. Donc, Absolument pas. Mais je trouve On te que le ça dit, tombe tu es... plutôt bien. Et parce je te que- jure que quand tu m'as lu ça, je dis, putain, il a eu le temps de préparer ça. Le temps Ouais, de- j'aurais de- pu faire semblant d'être quelqu'un de très intelligent qui a Ouais. préparé ça en 2 minutes, mais non, c'est juste qu'effectivement tu tombes plutôt bien parce que oui, en fait, Clément a un rôle dans notre équipe et c'est notamment le geek, le mec technique, le développeur, etc. Et en fait, quand il y a des sujets d'automatisation dans notre business, et ben c'est toujours sur lui que ça tombe. Et il s'avère que le sujet du jour, c'est la méthode secrète pour automatiser un business à 100%. Et donc finalement, bah, ça tombe très très bien. Ça tombe plutôt bien parce que tu as toujours des bonnes recettes dans notre business à nous. Donc je pense qu'il y a des conseils que tu pourrais donner également. Alors on parle de quoi d'abord? Quel type de business? Finalement, on va parler de beaucoup de choses, surtout sur comment déléguer et comment mettre en place des outils IA, mais on peut parler de tous les sujets. Nous, forcément, on va avoir un prisme, à savoir du coup le e-commerce, donc on va surtout parler d'automatisation et de comment on a délégué en e-commerce, mais bien entendu, on peut traiter toute forme de... Tu vois, typiquement sur comment automatiser avec l'IA, je pense qu'on peut en parler un petit peu au moins, et que ça peut concerner des e-commerce, mais également d'autres activités. Et puis tu as ton prisme à toi sur le côté e-commerce toujours, mais côté logistique, côté agent, qui du coup va aussi avoir des sujets d'automatisation. Parce que dans l'automatisation, on va parler d'outils, on va aussi parler de ressources humaines. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, nous, entrepreneurs, créer une activité, mettre en place un business, puis se mettre à côté, ne plus rien foutre et encaisser de l'argent. C'est ça qu'on entend par automatiser un business. Donc, c'est pas forcément que des trucs techniques, ça peut être aussi de l'humain. Comment bien manager, comment bien processer une équipe, comment du coup recruter, comment
virer également. Tous ces Ça points-là, tombe bien, j'ai fait ça finalement. hier. Voilà, Oui, bah, c'est vrai. exactement. Et tu vas pouvoir du coup nous en parler. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement sur la première question finalement. Donc, on est là, on est entrepreneur, on a lancé notre business. Qu'est-ce qu'on délègue en premier, selon vous? Là, vous allez me dire oui, mais ça dépend du business. Oui, d'accord. Et du coup, quelle catégorie de choses est-ce qu'on peut déléguer en premier? Je l'ai déjà dit tout à l'heure dans un autre épisode que vous avez peut-être vu. Moi, je pense que c'est le service client, ce qui est vraiment plus toxique en fait. Le SAV, alors c'est en même temps très important d'avoir toujours le nez dedans. C'est-à-dire que si vous le déléguez à quelqu'un, déjà, il faut le déléguer à quelqu'un de professionnel, quelqu'un dont c'est le métier, qui va pas s'énerver, qui va pas... Parce qu'on va toujours répondre à des gens qui sont souvent de mauvaise foi, souvent agressifs, etc. Donc il faut quelqu'un qui puisse répondre de manière calme en suivant des process. Donc il faut établir des process en amont, évidemment. Mais c'est très important d'avoir toujours le nez dedans aussi pour voir quelles sont les remontées, alors en dehors des où est mon colis, si on parle de e-commerce, mais c'est simplement aussi les remontées d'informations sur le service ou le produit qu'on vend, quelles sont les remontées finalement des utilisateurs. Donc c'est très très important comme pôle, mais en même temps c'est très chronophage et ça engendre énormément de négativité au quotidien dont on peut se passer, je pense, quand on développe un business. On n'a pas besoin de ça, au contraire, on a besoin d'avoir un mindset qui soit positif, énergique, dynamique. Et donc, première chose à déléguer, pour moi, c'est ça. Et ça, plus ou moins peu importe le business, je pense Peu que importe le en fait, business. le SAV, c'est généralement effectivement un truc qui est trop toxique et qui t'as pas une grande valeur ajoutée à le faire toi-même en fait. Ça n'a Non, pas trop de. Clairement pas. Surtout si les process sont bien établis. Pardon, Clément. De manière générale, c'est surtout les tâches qui sont les plus récurrentes, les plus répétitives. Le SAV, du coup, c'est le meilleur exemple parce que ça fait partie de tous les business, il y a forcément du SAV. C'est une tâche qui est répétitive, donc c'est la tâche qui est la plus facile à processer et donc à déléguer. Mais en vrai, ouais, de manière générale, ça va être toutes les tâches qui vont être répétitives, je pense. Ouais, moi de tête, là, je pense directement aux newsletters, l'animation de réseau. T'as des choses comme ça qu'il faut faire, en fait, encore une fois, en e-commerce, mais aussi sur d'autres business. Des récurrences pour animer ta communauté, c'est des choses qu'il faut que tu fasses, sinon ton business, il peut mourir doucement mais sûrement. Donc, autant le déléguer parce que voilà, c'est un truc que tu dois faire tous les jours. Animer les réseaux, c'est finalement mettre des stories, mettre des publications, parler avec l'audience, répondre aux commentaires, etc. Il y a un moment donné où ça fait plus trop sens que ce soit le fondateur qui s'occupe de ça, quoi. Non, mais évidemment. Cependant, le bémol, c'est qu'il faut suffisamment avoir une image de marque, quel que soit encore une fois le business qu'on fait, suffisamment claire, développée, précise, avec presque une charte, tu vois, une sorte de comment on appelle ça, Direction artistique une direction artistique ou un white paper, quoi. Ah, ok, C'est ouais. quelque chose qui va vraiment expliquer qui on est, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait, pour que la personne qui prenne cette mission comprenne bien et puisse se mettre vraiment dans nos chaussons, parce que on l'a vu d'ailleurs, moi j'ai déjà essayé de déléguer également, notamment mes réseaux, notamment Instagram, LinkedIn, etc. Et c'est vrai que une fois sur deux, je me dis, j'aurais pas dit les choses comme ça, j'aurais pas parlé de ça comme ça, j'aurais pas exploité cette photo, cette vidéo comme Parce ça. que toi, c'était tu déléguais carrément l'animation de tes réseaux à toi en tant que Exactement. Romain, quoi. C'est pas une marque, c'est vraiment ce qui est toi, particulier, quand même. c'est encore C'est plus singulier. particulier. C'est particulier parce que c'est vraiment sur du personal branding quelque part. Donc quelque part, oui, j'avais toujours à redire, entre guillemets. Parce que quand c'est une marque, à la limite, effectivement, tu as Swipe Paper effectivement, qui définit un petit peu voilà, les grands traits, les messages, les valeurs. Sauf que quand c'est toi, dans tous les cas, c'est pas juste toi, tu interpréterais ta marque différemment et tu as délégué à quelqu'un qui va l'interpréter d'une autre manière. Là, dans tous les cas, on parle de quelqu'un qui doit t'interpréter C'est toi ça. et t'incarner. Le challenge n'est pas le même aussi pour la personne que tu recrutes. En fait, il faut quelqu'un qui presque, d'une certaine manière, te suit un petit peu depuis un moment pour rentrer dans tes baskets et réussir à communiquer de la même manière que toi. Je pense que ça prend du temps, déjà. Première chose, c'est que si quelqu'un débarque, admettons, tu recrutes quelqu'un dont c'est plus ou moins le métier, mais qui arrive là, qui ne connaît absolument rien de ce qu'on fait, il faut quand même du temps, il faut quand même derrière elle un sacré bout de temps. Et surtout, c'est un poste clé, car la communication sur les réseaux, il suffit d'une mauvaise story, d'un mauvais post, avec un message qui n'est pas du tout le message qu'on veut faire passer, et la personne a suffisamment d'autonomie, pense avoir suffisamment d'autonomie pour d'elle-même en fait délivrer un message. Il faut qu'il y ait un contrôle, je pense, absolu. D'ailleurs, on l'avait fait aussi, même si c'était peut-être pas suffisant. Moi, je l'avais fait, notamment avec, on utilisait Notion avec une sorte de tableur finalement, et chaque post était renseigné avec le texte, le design, soit la photo, soit la vidéo, peu importe, le message, etc. Et ça devait être validé. Mais le problème, c'est quand on n'a même pas assez de temps pour valider ou d'être en retard dans la validation et des postes qui sortent. Bon, bref, après ça, c'est une organisation interne, mais je suis d'accord, c'est très long, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas un métier, en fait, qui peut s'exercer tout seul dans son coin. Parce que bon, faire quelques posts, quelques stories, animer les réseaux, c'est bien, mais il faut quand même du contenu
derrière. Eh oui, oui, tu Il dois. faut de la photo, il faut de la vidéo, il faut du contenu, des concours, il faut du texte. Enfin, est-ce que cette personne peut faire ça toute seule? Je ne pense pas. Ouais, c'est pas Donc, évident. tu vois, c'est pas forcément évident. Sinon, elle n'a pas de matière. Ou elle tourne vite en rond. Elle va trouver des astuces, mais au bout d'un moment, elle va tourner en rond, quoi. Ouais. Donc, il faut aussi prévoir un poste. Et est-ce que c'est vous qui vous occupez de ça, ou est-ce qu'il faut déléguer également justement la création de contenu, quel que soit le business, encore une fois. J'ai vu que, il y a beaucoup de créateurs de contenu notamment qui délèguent pas ça, quoi. Qui délèguent tout le reste, mais qui vont déléguer le montage, Ouais, qui vont déléguer la réal et tout, mais qui vont garder cette animation de réseau. Tout à fait. Donc moi je pense que ça c'est vrai pour une marque par exemple. Donc une marque, si tu crées une marque de bijoux par exemple, tu peux déléguer ton animation de réseau, mais je pense qu'effectivement un personal brand, c'est très difficile à déléguer Mais tu correctement. veux dire que Romain, quand tu postes sur les réseaux, du coup, c'est pas toi qui parles. J'avoue qu'on n'a pas souligné ça. C'est Là l'audience est trahie. Alors honnêtement, depuis un moment, c'est moi qui parle, et d'ailleurs il n'y a plus de posts. C'est pas compliqué, vu que j'ai pas le temps de les faire. Mais oui, pendant un temps, ce n'était pas moi qui parlais, tout à fait. Donc ça m'a déjà fait marrer de me dire oh dis donc, tu as été fort dans ce que tu as dit hier. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je vais aller voir. Ouais. Mais oui, donc oui, c'est vrai que c'est les limites quand même de ce principe-là, c'est que ça permet effectivement d'entretenir la publication. Maintenant, je trouve aussi que malgré tout, la valeur ajoutée est quand même moindre que si on se casse la tête soi-même, parce qu'on connaît notre business, à publier nous-mêmes, à chercher des choses, mais voilà. Ou alors, il faut simplement tomber sur la bonne personne. Peut-être, je suis peut-être pas tombé sur la bonne personne non plus. Ouais. Je suis tombé sur une personne compétente, motivée, mais qui ne comprenait peut-être pas les tenants, les aboutissants vraiment de mon business, et qui du coup faisait parfois des petites boulettes. Je pense qu'on peut parler de ça, hein. C'était pas forcément dans l'ordre qui avait été écrit, mais du coup l'une des manières d'automatiser un business finalement c'est de recruter, donc c'est des ressources humaines, hein. C'est tout simplement faire rentrer des gens dans son business pour faire en sorte que les gens traitent ce qu'il y a à traiter pour que le business tourne. Est-ce que vous avez des points de vue sur la manière dont on peut recruter? À quoi est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous avez des process? Est-ce que c'est flou? Déjà, je pense que là, ce dont on parlait depuis tout à l'heure, ça nous a permis de mettre le point sur peut-être la deuxième règle importante pour déléguer correctement. C'est de pas déléguer un truc que tu n'as jamais fait. Ouais. Je pense que là, moi, l'exemple que j'ai, c'est il y a peut-être 2 mois, j'ai délégué à la personne qui fait le SAV la gestion du Trustpilot. Parce que c'était pas assez bien fait jusque-là. Donc du coup, en fait, moi, j'étais obligé de le reprendre en main pendant 2 semaines. Et non seulement de le prendre en main, mais en plus le prendre en main de manière à faire attention à ce que je fais et toujours en fait être en train de noter les étapes que je fais une par une pour que derrière, quand elle puisse le reprendre, du coup, elle est vraiment une liste à plus de trucs à suivre. Et je pense que tu recruter sur un truc que tu n'as jamais fait toi, que tu maîtrises pas du tout, ou qu'en tout cas quelqu'un en qui tu as confiance le maîtrise et peut surveiller correctement. C'est un enfer. Et tu peux pas savoir si le boulot est bien fait ou pas, t'en sais rien, tu vois. Je connais rien. Sur le nombre d'heures, il peut te dire ce qu'il veut. C'est un métier aussi. Bon, moi je suis dev donc ça va, mais par exemple le dev, c'est tellement abstrait comme métier que pour un site, je pourrais dire que j'ai besoin de 4 heures comme 50 heures, que ce serait la même chose pour toi. Moi j'y verrais rien, j'y verrais que du feu. Designer, même principe, tu t'en rends pas compte. Faire un logo, ça peut prendre entre 30 minutes et 4 jours. Tu es en train de nous faire comprendre que finalement, quand tu dis que ça prend 50 heures pour faire un site, tu mets 4 heures, c'est ça? Ici, il y a 50 heures. En fait, il y a à peu près 4 heures de code et 46 heures de Netflix, à peu près. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est important parce que dans Netflix, tu apprends beaucoup de choses. Oui, mais puis tu regardes des films sur les codeurs. J'ai pas d'exemple. Ouais, bien sûr. Mais The Playlist, la série sur Spotify, là, par exemple. D'accord, ok. Bon, sachez-le, hein, quand vous demanderez un devis à Clément, dans les 50 heures, il y a beaucoup d'heures. Non, mais c'est pour ça que les gens passent par moi pour le devis. D'accord, ok. Parce que Hugo va doubler, il va dire qu'il y en a pour 100 heures, donc t'imagines bien que là... Non, bien évidemment, c'est de l'humour. On fait pas du tout ça. Enfin, on fait pas du tout du business. Alors, sinon, pour recruter, moi, c'est vrai que au début, alors, je vais vraiment parler pour moi, pour Incubox. Quand on a commencé, on recrutait des gens. En fait, moi, j'ai recruté des gens qui étaient plus ou moins des gens proches de moi, donc des amis, des gens. J'ai recruté par exemple quelqu'un qui s'appelait Olivia. Olivia, si tu nous vois dans cette vidéo, je te fais la bise. Tu peux te manifester en commentaire. Tu peux te manifester en commentaire. Donc, j'étais vraiment content parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans un job plus ou moins alimentaire, on va dire, pendant quelques mois, quand même, presque une petite année. Et bon, elle non plus, elle n'était pas faite pour ça du tout. Et donc, c'est vrai que finalement, elle était. Au moment en fait, où moi j'ai créé Incubox, quelques mois après, j'avais besoin de quelqu'un qui joue un peu le rôle un peu d'une assistante plus, on va dire, et qui joue aussi le rôle de semi-commercial, etc., donc qui travaille sur des dossiers. Et c'est vrai que c'était pratique pour moi de prendre quelqu'un qui était proche de moi, parce que j'avais vraiment confiance en elle. Tu vois, je pense que c'est très important d'avoir confiance, au début, ouais. plutôt que de prendre quelqu'un qu'on connaît pas du tout.
Et qui peut aussi un peu mentir sur ses prestations. On a déjà eu l'expérience. Hugo, si tu vois de quoi je vais pas dire le nom, mais on sait très bien de qui on parle. Pas faire de lynchage. On va pas faire de lynchage, mais il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, moi je sais faire ceci, je vais faire cela, puis après ils font de la merde totale. Et je dis, on aurait peut-être quand même dû leur faire passer un deuxième entretien. Ou leur demander un petit peu quand même qu'est-ce qu'ils font finalement. Donc c'est ça dans les conseils que j'ai. Savoir de qui vous parlez. Ouais, je crois que tu sais. Ah, mais il en a choqué plus d'un. Donc pour revenir sur Olivia, en fait, c'est simplement que ça se passait vraiment très très bien le travail ensemble. Mais c'est vrai qu'après, bon, elle a aspiré aussi, elle avait une vie de famille, elle avait déjà 2 enfants, elle a eu un 3e enfant, etc. Elle a aspiré elle voulait déménager, etc. Donc bon, on s'est quitté comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire des recrutements vraiment sur le long terme, il faut vraiment connaître les gens aussi et connaître leurs aspirations sur un temps long. Parce que le temps de formation, il faut vraiment le prendre en compte. Par exemple, j'ai un client, on va dire, qui me disait mais moi, de toute façon, quand je recruterai, je prendrai que des stagiaires. Je dis c'est bien, ça coûte moins cher et tout. Des stagiaires sont là 3 mois, 6 mois, puis après, ça permet vraiment, c'est moins cher. Oui, mais ça dépend. Ça dépend encore une fois du poste que tu recherches. Là, on parlait tout à l'heure d'un poste de SAV. En vérité, pour du SAV, un stagiaire, c'est très bien. Ouais, ça fait très bien. C'est vrai. Par contre, pour un poste qui est un métier plus abstrait, où tu as du mal effectivement à estimer le temps de travail, développeur, designer ou beaucoup d'autres métiers. Ouais, effectivement, là, c'est... Mais c'est le temps de formation, si tu veux, qui me pose problème. C'est-à-dire que tu formes quelqu'un, c'est-à-dire que tu es derrière pendant peut-être 2 semaines, 1 mois. Je pense que ça dépend beaucoup de la qualité des process. Hein. Moi, ça fait 1 an que je passe beaucoup de temps à faire des process. Et vraiment, un bon process, tu te rends compte que tu gagnes beaucoup de temps. En fait, tu gagnes pas juste 2 semaines parce qu'en fait, tu gagnes 2 semaines à chaque fois que la personne est remplacée. Oui, donc en fait, si jamais elle est remplacée 4 fois dans l'année, tu as gagné 8 semaines. Donc effectivement, si tu as des stagiaires qui rentrent et qui a un roulement tous les 2 mois et que tu as déjà... voilà, tu sais, des vidéos et tout. Tu sais, tu mets là, c'est le pack découverte. Et après, tu dis, pendant 3-4 jours, celui qui te précède, il n'est pas encore parti, il te surveille. Ça peut se processer. Ce que j'ai aussi fait pour les clients de l'accompagnement de Genesis aussi, c'est le même principe. C'est un process qui est bien clair, qui est bien carré, qui est d'ailleurs qui mérite quelques ajustements maintenant. Non, mais c'est vrai que les process, c'est très très important, mais moi, j'entends selon les postes, effectivement, il y a des postes qui demandent quand même un accompagnement pour justement une compréhension de qui on est, qu'est-ce qu'on fait précisément, quel message à apporter à nos clients, à nos prospects, et c'est long en formation. Et puis des stagiaires qui sont là pour 2-3 mois, le niveau de motivation peut être variable en fait en fonction de la personne. Tu sais pas du tout. Elle est là, elle valide son stage, après... Ça se passe. Tant mieux si ça se passe bien, mais c'est pas non plus un métier d'avenir pour elle. Il y en a des très très bons. J'ai déjà travaillé des stagiaires excellents. Anthony, si tu me vois, pareil. Anthony est super. J'en ai eu d'autres, ils n'en avaient rien à foutre. Ça dépend de la difficulté de prise en main aussi. Moi, je me rappelle quand je suis devenu commercial pendant un temps, c'était pas qu'une question de process. On m'a donné un discours, on m'a donné tout un tas d'outils que je pouvais utiliser, mais il y avait aussi un bout d'un moment, moi qui devais me faire au rôle, à la démarche, etc. Il a fallu un bon mois avant que j'arrive à être performant. Et après, ça a déroulé, mais pareil, quand après j'ai cédé mon poste, effectivement, il avait pareil fait sur le truc de roulement où je devais donc former le prochain, en l'occurrence la prochaine, mais grave galère en fait. C'est pas tellement, en l'occurrence pour ce poste-là, c'était pas tellement le process, c'était vraiment le faire. Il faut se roder quoi. Donc c'est vrai que ça dépend. Encore une fois, on tourne en rond, mais ça dépend les postes. Il y a des postes qui sont plus faciles à déléguer que d'autres et à automatiser que d'autres. Complètement. Donc le recrutement, pour revenir à la question finalement, comment recruter, si possible, donc ne pas forcément recruter quelqu'un parce que c'est un proche ou parce que c'est un ami. Déjà, les amis, ça peut être compliqué. Moi je fais que ça. Je sais, mais ça peut être une bonne idée, mais ça peut être compliqué. J'y pense parce que tu en parles là. Faudra quand même. Est-ce qu'ils sont au courant de notre rencontre? Comment elle s'est passée? Tu l'avais déjà raconté? Non, mais dans tous les cas, on va la raconter. On pourra la raconter. Ça m'embête parce que j'ai une vidéo qui sort sur le sujet. Vraiment, c'est le titre. C'est pas vrai. C'est une chaîne YouTube, c'est pas grave. On va la raconter. C'est vrai. On rajoute une petite ligne là. On va rajouter la rencontre entre Clément et Hugo. Cette grande romance, très romantique. Tu la connais toi l'histoire? On me l'a déjà raconté, mais je t'avoue que je l'ai oublié. Allez, on va la raconter. Ils s'en foutent. Tu sais quoi, on oublie ces histoires de recrutement. Comment est-ce que nous, on s'est fait chez Sinaria? J'y pense parce que tu parles de pas recruter ses amis au début. Moi, quand je suis entré dans l'équipe d'Hugo, effectivement, lui, il cherchait que des copains à l'époque. Parce que, en fait, ça faisait partie de ton truc de dire qu'en gros, la force d'une boîte au début, c'est la force d'une boîte, elle est directement égale à la force de ses premiers associés. T'as pas le choix. Et donc en fait, quand tu prends un copain, effectivement, il est tellement plus engagé dans le projet que si jamais tu recrutes quelqu'un pour un salaire. Parce que déjà, moi, quand je suis rentré, je suis même pas rentré pour un salaire au début. Heureusement. Pour un projet. Parce que t'aurais pas été content. Attends, j'ai quand même fait 800 € en 3 mois l'après. C'était quelque chose, un début d'activité. C'est pas mal. Bon, la rencontre avec Hugo.
Ouais, alors en fait avec Clément on se connaît des jeux vidéo. On jouait ensemble, on devait avoir 14-15 ans dans ces eaux-là. Avec Bardella, vous jouiez sur Call of Duty, c'est ça? Toujours les C'est glissades. très bon ça comme titre. Il jouait avec Bardella. On peut le mettre dans le titre, Sur moi Call ça me of dérange Duty. pas, ça me dérange pas. C'est du moment que je ne me mouille nulle part dans le podcast. Donc on se rencontre sur un jeu vidéo, sur Call of Duty, non rien à voir, sur Dofus pour ceux qui connaissent. Et en fait on a joué sans se rencontrer peut-être 3 ans je pense, un truc de cet ordre-là. Moi, beaucoup moins. Moi, t'as fait partie des premiers humains que j'ai rencontrés sur le jeu. Ouais mais Toi, tu jouais beaucoup avant. moi, on avait joué 3 ans avant de se connaître, non? Toi, tu jouais depuis 3 ans. Moi, ça faisait même pas 6 mois que je jouais. Non, moi je joue depuis un bail, mais on s'était rencontrés vite. Ah, rencontre en Ah réel. oui, rencontré en réel. Mmh. Non, parce Oui, qu'effectivement, tout à on a joué, je pense, 3 ans ensemble Ah oui, au sans se moins, connaître. ouais. Et un jour, on se dit, on parle un peu plus de nos vies, et puis on comprend qu'on habite à côté. Vraiment pas loin, quoi. Putain, mais t'as plus du tout l'histoire dans les détails, toi, c'est fou. Ah ouais, non, Moi, je- elle est encore là. Mais Bon, bah, vais la raconter, je passe le micro à Clément. Laisse-moi faire. Bon, avec Hugo, on joue sur Dofus. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est mon mentor sur le jeu parce que lui, bah, ouais, ça faisait peut-être 4 ans qu'il jouait. Le mec, c'était une machine. Avant il, avait d'être, il avait un nom sur le serveur, tu vois, c'était quelqu'un. Moi, j'arrive, encore gros noob à l'époque. Et puis moi, j'étais du genre à demander de l'aide à tout le monde. Tu vois, j'envoyais des messages, j'étais relou de ouf. Bon, bah, j'ai fini dans les DM d'Hugo. Et bref, je le saoule. Et c'est le seul qui m'a pas envoyé chier au bout de 10 minutes. Donc, je me dis, grand bah, trop cœur. bien, j'ai un copain maintenant. Donc je joue avec le copain et tout, faut savoir que du coup j'allais pas sortir en zone machin tant qu'il était pas là, j'avais besoin de lui. Bref, on fait notre vie comme ça, on a plein d'anecdotes mais on va peut-être pas en raconter tant que ça ici. Surtout qu'ils comprendront pas. Donc, Ouais, c'est clair. Et donc ensuite vient nos 18 ans, enfin les miens plutôt, un truc comme ça. Et donc avec un pote qui s'appelle Ilias, on veut se lancer en dropshipping. Et donc c'est le moment où en fait tu sais, il y avait toutes les formations qui venaient d'exploser. Nous la première qu'on a prise c'était celle de Syriac, je sais pas si tu te souviens. Comment ça s'appelait? On a le droit de le lyncher, lui, je crois. Je crois que ça y est, il a pris ses sauces déjà dans la gueule. Ouais, C'est une formation de merde. Comment il Faut le s'appelait son truc déjà? Je sais plus le nom, Machin- je sais pas le nom de sa formation. Pas eu comme... Non, pas eu comme j'ai succès. oublié. Non, rien à voir. Non, ça, c'est Xavier. Xavier. Ouais, Merci. on t'embrasse, Xavier, pardon. Mais il y a Ecom dedans, il y a Success dedans, sans doute, Bah, non? Success, il me parle aussi. Bah oui, parce qu'il avait le Success Theme. Success Theme. Bah ouais. Mais ça doit être... C'est possible que ce soit le Ça même se nom. trouve, Xavier Lou a peut-être repris le nom parce qu'il était libre. Depuis. Tout simplement. Et donc en fait, j'avais suivi Hugo sur Insta entre temps. Et en fait, sur une de ses publications, il avait mis hashtag dropshipping parce qu'il jouait déjà à l'apprenti influenceur à l'époque. Ouais, je montrais déjà des chiffres de fou furieux. Et donc j'envoie un message à Ilias. Je lui dis attends, putain, j'ai un copain qui joue à Dofus et il a mis hashtag dropshipping. Je lui ai envoyé un message. Tu vois, il va jamais me répondre, machin. Ça faisait... Parce que nous à l'époque, ça faisait peut-être 2 ans qu'on s'était pas parlé. Ouais. Tac au tac, il me répond, machin. Bref, on organise des appels et tout. Et en fait, il nous accompagne sur tout le lancement. Donc les 2 premiers sites qu'on a lancés avec Ilias, c'est Hugo qui nous supervisait à l'époque. Bon, les 2 ont foiré. Bravo pour la. J'étais jeune dropshipper, Ouais, hein, très pour jeune. préciser. Et- Moi, je faisais pas beaucoup de chiffres non plus encore. Hein. Et surtout qu'en plus, pour le coup, il y en avait un, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez de recul et surtout pas assez de moyens. Ouais. Mais encore aujourd'hui, si jamais. En fait, je me souviens des chiffres. Le premier, c'était un fail total. Enfin, il n'y a pas de green flag. Le deuxième, en revanche, déjà, on avait compris ce que c'était que le branding. En fait, c'était bah, tiens, une marque un peu de bracelets comme cela, on voit des bracelets encre, qui s'appelait Henri Miller. Et donc, en gros, c'était un. On dirait que c'est site- scripté, le mec a directement le truc. Non, c'est pas scripté, c'est. Voilà, c'est. Et donc, en fait, tout le branding était sur le fait qu'il y avait Henri Miller, qui était du coup le créateur de ces bracelets, qui était un grand voyageur. Et en gros, à chaque fois qu'il allait dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, il était inspiré par la beauté des monuments, des paysages, etc. Et en fait, il en créait un bracelet. Donc, en fait, on avait une page par bracelet qui était longue comme ça, où on racontait le voyage d'Henri Miller. Et en fait, ce truc-là, c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, je crois qu'on était en break-even, c'est-à-dire qu'on avait dépensé de l'argent en pub, on avait fait du chiffre d'affaires, mais on n'avait pas perdu d'argent. Sauf que juste à ce moment-là, en fait, avec le fonds de roulement, on a eu un problème, et puis on s'est dit, ah, c'est peut-être pas... Parce qu'effectivement, on n'était pas sur ce que nous promettaient les formateurs, à nous dire, vous dépensez 1 000 € en publicité, vous faites 15 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. On n'était pas là-dessus, et donc forcément, on s'est dit, non, bah c'est de la merde, ça marchera jamais. Donc on a abandonné le projet. Mais en vérité, encore aujourd'hui, on verrait ça. Mais oui, mais c'est ce qu'on l'a évoqué On plein de enfonce la fois. porte, hein. C'est qu'en fait, c'est des green flags de fou et juste, Ouais. il n'y avait pas non plus suffisamment de ressources. Tu vois, on C'est ça, le parle problème, de les jeunes de 18-19 ans qui ont 500 € de côté pour le projet, en tout cas, et qui essayent de faire le truc. Et en fait, il y a des green flags, mais tu n'as pas suffisamment de ressources pour te dire on y va, on explose tout. Tu as besoin d'un green flag bien plus grand. Dès que tu as une société, et ben en fait, on se serait bagarré. Là, aujourd'hui, on a ce genre de résultat, on se bagarre, on met plus d'argent sur la table, on fait bah Ouais, ok, puis c'est on sait très que bon 2 signe. semaines après, on sait que 2 semaines après, on fait déjà du bénéf. Ouais, Donc, ouais, ouais. Donc, Bah, ouais, relancer c'est- Henri Miller, voilà, c'est une bonne idée ça. Mais tu sais qu'on y a pensé plusieurs fois, hein. On y a pensé plusieurs fois, faudrait qu'on se remette dedans. Ouais, ça peut être un projet, honnêtement. Après, faut aussi considérer que c'était pas la même époque. Hein. Ouais. Là, pour le coup, Ouais, on était bien vraiment sûr. sur C'était en quelle année? 2018,
2008, je pense, Ouais, quand j'avais d'accord. 19 Ouais, ans, c'est, comme ça. ouais. Ouais, c'était quand même les débuts. Hein. La création d'un Qbox. Et donc bon bref, j'accélère pour la fin de notre histoire, mais donc après on a fait, c'est moi qui suis rentré dans du MLM. Tu vois ce que c'est que du MLM? J'en ai pratiqué, oui. T'en as pratiqué, c'est pas vrai. Non, on en a parlé dans un épisode. Ouais. Ah oui? Si tu l'as regardé, tu saurais. Oui, non, je me souviens bien sûr. Mais oui. Non, donc j'ai été recruté chez Qvera. Bon bah moi j'ai appelé mon meilleur copain. C'est lui, il est toujours dans les magouilles. Je me souviens pas que tu avais expliqué. Tu avais dit que tu en avais fait, mais je me souviens pas que tu avais Si, expliqué. ça parlait de c'était- trading, etc. Oui, mais je me souviens pas que tu m'avais dit que c'est Clément qui m'a. Ah, je t'ai pas été dans le là-dedans. détail, non. Bah, en fait, pour l'anecdote, je suis rentré en MLM et tu sais là-bas c'était beaucoup le truc du copy trading. Mhm. Donc en fait, t'étais sur un canal Telegram, bon, ce sont encore beaucoup aujourd'hui. Évidemment, c'est une arnaque. Ne commencez pas à croire que quelqu'un va vous envoyer des signaux de trading et que ça va fonctionner. Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, bon, j'étais un peu con, j'ai pas fait, tu sais, t'as des comptes démo en trading qui Ouais. permet de trader avec du faux argent. Et moi, j'ai pas fait ce truc-là, j'ai directement mis du faux Allez, argent. go. Et en fait, tu dois mettre 500 € minimum pour être accepté sur les canaux de trading. Et je mets 500 € et en fait, en une semaine, je passe à 1002 en suivant les canaux. Putain, mais j'ai trouvé le truc de fou furieux. Et donc en fait, naturellement, moi je commence à en parler autour de tout le monde, mais c'est même pas dans le but de les recruter. Non, comme, t'es juste, tu dis, bah, c'est un bon plan à partager. Quoi. Putain de Tu vois. plan, pour Ouais. de vrai, sans déconner. Ah, Bon, bah évidemment, tu te doutes bien que ça a duré une semaine, et j'ai même fait rentrer mon daron. Enfin, je l'ai pas fait rentrer directement, mais j'ai plutôt pris de Il son a argent. perdu 45 et, 000 euros. Ah, on l'évoquait de toute façon quand Ouais. on parlait de MLM, le fait justement que la famille, etc., il y a un truc un peu malsain qui se met en délicat, place. c'est toxique, c'est- À la base, tu le fais pour eux, mais c'est trop compliqué. Enfin, il y a plein de trucs qui sont Ouais. pourris, quoi. Trop touchy. D'accord. Donc, Et c'est donc comme ça non, que- bah voilà, je l'ai fait rentrer en MLM, et puis bon bah fin du MLM, et puis. Tu veux que je récupère? On a fait Ouais, 2 ans de récupère, MLM vas-y. ensemble. On a fait 2 ans de MLM. On n'a même pas appris la première leçon parce qu'on a fait un premier MLM. Et on a fini par aller dans un deuxième. On était bien dégoûtés du premier. On a bien fait ouais, Non, c'est c'est vraiment vraiment de du la merde. arnaqueur. On va partir dans un Et, deuxième. et le deuxième MLM, cette fois-ci, c'est moi qui traînais Clément. C'est-à-dire que c'est Ouais. moi qui ai signé, parce qu'on m'a reconvaincu. Et je suis allé voir Clément, je suis dit, non, mais celui-ci, Clément, vraiment, c'est un MLM de qualité. Alors, aucun regret pour ma part, parce que j'ai investi sur des trucs grâce à ce MLM qui était très rentable. Mais on peut pas en dire autant pour Clément et pour les autres personnes que j'ai fait parrainer. Enfin, personne n'a posé en fait sur le CAPS. Exact. T'as perdu Ouais, combien, parce qu'en Clément, toi? Non, c'est pas que j'ai perdu. Si. Bah, si t'as acheté de l'Ether et on t'a pas rendu finalement. Donc, Ah ouais, carrément. Non, c'est même pas genre ça. J'ai acheté, ça s'est cassé la gueule. En fait, ce qui J'ai s'est acheté, passé- on m'a piqué. Déjà pour le closing, Mais moi là-bas crypto. j'avais dit non. Hein. Moi j'avais vraiment dit non pendant très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en vacances à Marseille avec un mec qui était pour le coup très très haut dans ce MLM. Il était pas tout en haut, mais il était genre peut-être dans la deuxième branche. Ah, Il était au Sébastien, deuxième- on t'embrasse, deuxième, hein. troisième niveau. Donc lui avait vraiment Mm. compris le système. Et puis lui, il était Il très s'était chaud. épanoui Il est là-dedans. toujours très chaud là-dedans. Hein. Ouais, Crypto, ouais. c'est une machine. Il a des partenariats avec les fondateurs des, pas du Bitcoin non plus, mais de quand même certaines cryptos. ouais. Et donc bon, bah évidemment, il est très fort, donc il m'a convaincu pendant ses vacances. Et en fait, si tu veux, le truc c'était, tu mets de l'Ether et tu récupères, du coup, je crois que c'était un truc 10% comme à l'époque. 6% par mois. Bah, en fait, c'est-à-dire que là, on était à 6% à Marseille, mais en gros, ils avaient des rendements passés qui étaient fous, quoi. 10% par mois et tout, qui avaient déjà été faits. Après, c'est le truc où plus t'as de monde, Ouais. plus le rendement baisse, Ouais, bien sûr. évidemment. Mm, Mais évidemment. malgré tout, au moment où on y était, c'était 6% par mois. T'imagines à l'année. C'est énorme. Et en plus, t'ajoutes à ça le fait que l'Ethereum augmente naturellement. Donc en fait, tu dis, bah attends, je pose 1000 balles, tu fais des calculs, parce que lui, il avait évidemment, c'est Excel avec le. Comment ça s'appelle là le. Je sais plus. Ah, le truc. Exponentiel, là, c'est pas ça le terme, mais. La courbe exponentielle. Ouais, c'est pas ça, mais le. La pyramide. Non, putain, j'ai oublié, c'est pas grave. Bref, il avait son tableau Excel qui nous montrait qu'en fait, en 20 ans, on était millionnaire, mais plus, tu vois. Mm. Donc je me suis dit, bah vas-y, je mets, c'est bon, je suis pas. mets tout ce que j'ai. Je sais plus combien j'avais mis, j'avais dû mettre 1005, puis j'ai remis 1005 pendant les vacances. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ils nous ont rendu nos Ethers. Enfin, non, ils nous ont pas rendu nos Ethers, parce que du coup, l'Ether avait fait x5 entre temps. Mhm. Mais ils nous ont rendu l'équivalent de ce qu'on avait investi au jour 1, mais en euros. Sauf qu'en fait, en Ether, ça faisait au moins x5 vu qu'il a fait x5. C'est ça. Le deal, c'était pas ça. Le deal, il devait nous rendre les Ethers, en fait. Et pourquoi Ouais. ils l'ont pas fait finalement? Oh, il y avait une couille. Il y a eu une couille. À un moment, c'est parti en Il y a eu- cacahuète. Il y a eu du juridique là-dedans. Il y a eu du juridique, ouais. Et bah, du coup, ils sont peut-être partis avec la caisse, ou je sais pas trop ce qu'ils sont Donc vous foutus. n'avez rien perdu de ce que vous avez mis, mais vous avez perdu la différence Ouais, c'est ça. gagnée. En fait, si pendant tu veux, pour l'activité. un investissement, moi j'avais dû poser au total entre 2 et 5 000 à l'époque, hein, dans ces eaux-là en Ether. Et si on avait rendu l'Ethereum que ça représente, par exemple, bon, mettons aujourd'hui, ça représente une somme qui est hyper importante. Parce que là, on parle d'un Ethereum qui était 100 balles. à 100 balles, Oh, l'Ether. putain. Et on en avait, du coup, on en Il avait, est quoi, il voilà, est à pour 2000 là, 5 000 maintenant balles. Là, il y a Il vaut 3 300 $, un truc comme ça. 3200 Ah. $ ou un truc comme ça. Tant que ça, putain. T'imagines? Ouais, je regarde quand même. Donc ouais, c'était finalement, en fait, on aurait juste dû investir sur l'Ether.
Pas sans Mais qu'on vous nous invite inquiétez à pas, avoir un eux rendement. l'ont gardé, c'est le principal. Ils peuvent en profiter aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Oui. Soyez dans la On vous générosité. embrasse sur votre Voilà. plage privée là. Mais pour essayer de Avec plaisir. conclure sur l'anecdote, parce que sinon l'épisode en fait ça va être comment on s'est rencontré Clément et Hugo. Et après du coup, Félix et moi on s'est mis en couple. En couple, ouais, voilà, en couple business, et on s'est lancé, on a quitté nos anciens partenaires et on s'est lancé à notre compte. Et on est allé voir, moi je me suis approché directement de mes proches, et donc Clément faisait partie, on avait déjà fait une belle aventure entrepreneuriale ensemble, même s'il y avait pas mal d'échecs, et c'était en mode Clément, est-ce que tu veux en être, et donc j'avais rien à promettre niveau thune, mais il y avait toute la vision finalement, c'était en mode est-ce que tu veux être avec nous et tenter l'aventure avec nous, et ce à quoi tu as répondu C'est surtout qu'en positivement. plus, à l'époque, moi j'avais un taf qui ne me plaisait pas du tout, donc effectivement, j'ai hésité quand même. Et d'ailleurs, c'est mon collègue de l'époque avec qui j'étais en camion tout le temps parce qu'on allait installer des écrans, des espèces d'écrans tactiles qui faisaient 80 pouces de diagonale, c'était des trucs immenses. Et donc lui, j'étais tout le temps en camion avec lui, donc on discutait de nos vies, on se connaissait par cœur en fait finalement. Et c'est lui qui a réussi à me convaincre de dire vas-y, en vrai, t'avais quoi, t'avais 22, 21 à l'époque. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, et puis en vrai, t'auras plus de regrets qu'autre chose. Je dis bah ouais, en vrai, t'as raison, puis j'y suis allé, et puis pas de regrets. Non, mais c'est comme ça que vous êtes connu, c'est comme ça que Synaria a vu le jour également, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ouais, le recrutement, moi c'est vrai que sur ma structure, on a tous les socles, les associés principaux, c'est que des proches. Et à l'époque, je me posais même pas la question de comment est-ce qu'il faut recruter, quels sont les process. Pour le but, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'était de travailler avec les copains, quoi. Et réussir à construire un truc ensemble, réussir à bricoler, pouvoir en vivre. À l'époque, on voulait juste pouvoir en vivre. Aujourd'hui, les ambitions sont quand même un peu plus hautes. Mais à l'époque, imaginez, on bosse entre nous. On n'a pas de patron et on peut manger et voir se loger. Donc c'était un peu. Non, mais c'est le rêve. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait le rêve de bosser entre amis. En fait, c'est juste que dans la réalité, tu peux très bien être de très très bons amis pour aller boire un coup en soirée, c'est génial. Et dans le boulot, t'en as un tout d'un coup qui veut prendre le leadership sur l'autre, un caractère, une personnalité que t'as pas soupçonné parce que c'est pas le même domaine. T'es pas là pour rigoler, t'es là pour bosser. T'en as un qui peut donc vouloir prendre l'ascendant, et puis après quand il y a des problèmes d'argent ou même de temps, t'en as un qui s'implique beaucoup plus que l'autre, et l'autre c'est un peu à la cool. Quand t'es avec quelqu'un où t'as instauré une distance, parce que c'est pas ton ami, c'est quelqu'un qui est entre guillemets ton employé, même si j'aime pas trop ce terme, mais tu vois, tu peux recadrer, tu peux même à la limite t'en séparer en disant, mais te séparer d'un ami avec qui ça va pas, tu dis non mais c'est plus délicat. c'est vachement plus délicat. Donc, je suis d'accord, Sylvain, mon associé, moi j'ai deux meilleurs amis, hein, donc Sylvain c'est l'un des c'est mon meilleur ami avec Jim, donc on vous embrasse tous les deux, et donc ça se passe super bien, tu vois. Et par contre j'ai travaillé aussi avec un de mes très 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 bons amis qui s'appelle Maxime sur un autre projet en Thaïlande. Ça s'est pas bien passé du tout, on s'est pas parlé pendant 3 ans parce qu'en fait j'ai découvert une personne, et je pense que lui aussi, différente de la personne que je connaissais en amitié, parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes, il y avait beaucoup d'argent sur la table, on était dans une sorte de, on appelle ça dans un un cercle vicieux. Non, on n'a pas non, on était rentré dans un, comment ça s'appelle quand il y a des investisseurs qui mettent de l'argent, mais un incubateur. Un incubateur, merci. Hey, let's go. Heureusement qu'il est là. J'en perds toujours mes mots, des mots à la con comme ça lors des podcasts, je perds toujours les mots. Un incubateur pendant 3 mois, donc sur Bangkok, et on avait la promesse, quasi promesse, d'avoir $1 million pour nous développer. Donc c'était vraiment en mode start-up, etc. Donc très grosse pression, quand même des gros enjeux. Quelque chose dans le tourisme qui était incroyable sur le papier, etc. Donc, et puis finalement, ça a pété, quoi. Ça a pété le truc, on s'est séparés, on s'est plus parlé. Donc c'est vrai que j'en retiens quand même une expérience un peu amère. Alors aujourd'hui, on se reparle, on est redevenus potes et tout va bien, mais il y a eu une période un peu longue comme ça, et j'en ai un peu gardé cette expérience amère de me dire, les amis c'est difficile parce qu'il y a des choses que tu peux pas dire parce que c'est un ami, c'est délicat, et surtout il faut que chacun, et je pense que c'est le cas pour vous, c'est le cas pour moi avec Sylvain, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille prendre l'ascendant sur les autres. C'est vraiment ça et il faut que chacun ait des compétences différentes. Si t'as les mêmes, on dit tout à l'heure, mais si tu as les mêmes compétences, si par exemple tous les 4 avec Mathis, vous aviez les mêmes compétences, c'est compliqué. Oui, en fait, c'est même une mise en compétition sur le même terrain de jeu. Il y a un regard très critique à chaque fois. Ouais, mais toi, tu vas pas faire comme ça. Et puis, t'en as toujours un qui sera meilleur que l'autre, etc. Puis c'est des sujets subjectifs, t'imagines, sur du design.
T'as quatre personnes qui font du design qui font non mais moi je mettrais plutôt ce dégradé là. Oh là là là. En fait c'est des visions qui sont C'est différentes. n'importe quoi, c'est de la merde. Non mais c'est très compliqué. Donc moi je déconseille quand même, si c'est possible, c'est l'idéal, mais si c'est possible, ne travaillez pas avec des amis, ne déléguez pas les tâches à des amis, parce que c'est compliqué. Voilà, moi c'est mon expérience à moi, maintenant c'est pas la vôtre. Mais nous c'est même pas une question d'expérience, c'est que c'est une question de le pourquoi. Ça dépend, voilà, le pourquoi. Si le pourquoi par exemple c'est faire un max d'oseille, moi je te rejoins pleinement, genre c'est pas la bonne démarche, c'est pas une démarche, c'est pas un bon plan. Nous notre pourquoi c'était de bosser entre amis, donc de fait ça s'est fait comme ça. Par contre toutes les difficultés que tu soulignes, c'est des choses qu'on a déjà pu traverser, que ce soit entre nous avec ceux qui sont encore là ou ceux qui sont partis. On a bossé avec beaucoup d'amis et on est 4 aujourd'hui. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a pu rester, et donc il y a eu plein de sujets de ce type-là, plus ou moins graves. En tout cas, effectivement, ce truc entre l'amitié et le monde professionnel, y a quand même un écart, et ouais, ça s'appréhende pas de la même manière. Et je pense aussi qu'il faut que les personnes aient des compétences, c'est-à-dire, tu vas pas prendre quelqu'un parce que c'est ton ami. C'est parce que c'est mon ami, mais surtout, c'est clair. Il a des compétences qui m'intéressent et qui répondent aux miennes. Et tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu prends juste quelqu'un parce que c'est ton ami, mais bon, on verra bien, je le formerai, on verra ce que... Non, ça pourra pas marcher. C'est clair. Et puis après, surtout, il faut que la personne démontre. On l'a vu aussi, nous, on a recruté aussi des gens, même toi et moi, sur des postes. On en a recruté aussi. Un petit peu sur le papier, ça paraissait pas mal. Et puis, on a vraiment besoin là maintenant, vite. Et puis finalement, on ne demande pas à la personne de faire ses preuves. Et quelqu'un qui ne veut pas faire ses preuves, alors certains vont se dire, mais quel connard, mais gratuitement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne me montre pas son boulot ou qui ne veut pas faire, par exemple, je vais prendre l'exemple d'écrire un script pour une vidéo, quelqu'un qui ne veut pas écrire un script pour nous, gratuitement, pour qu'on voit ce que donne son travail, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Alors je sais que quelqu'un va peut-être se dire, mais attends, tiens, et puis comme ça, après il prend le script, il paye personne et puis il se barre. Non, je suis désolé, mais n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, quand c'est nous qui recrutons, c'est nous qui faisons les règles du jeu, tu fais quelque chose pour nous, tu nous montres ce que tu sais faire, et si ça nous plaît, let's go. Ouais, les grosses structures s'offrent des fameuses périodes d'essai, mais c'est vrai que nous, en plus notamment dans notre domaine, c'est quand même beaucoup des freelances. Rares sont les gens qui font du e-commerce et qui commencent à recruter des salariés. Il y en a, mais la plupart du temps, c'est des freelances. Et donc effectivement, quand tu veux recruter un freelance, il faut que tu fasses une démonstration, il faut que la personne fasse une démonstration. Mais ça fait une très bonne passerelle sur un autre sujet. Vu qu'on est dans la négativité, là, dans le ne bossez pas avec vos amis, les gens qu'on recrute sont des salauds. Ils vous mentent. Comment T'as dit quoi? Ça va être comment virer quelqu'un. Comment virer quelqu'un? Et pour cette question, on a Clément qui va nous répondre. Puisqu'il est viré en direct. Non, mais je déteste aller ne serait-ce que faire des reproches à quelqu'un, lui dire ton travail. Déjà, je ne dis jamais ton travail il est mal fait, mais aller dire tu pourrais faire comme ça, je déteste le faire. Moi, j'adore ça, quelqu'un. critiquer les gens. Déjà, je crois que j'ai jamais viré personne de ma vie en fait. Alors pourquoi tu interroges Clément s'il n'a jamais viré C'est justement parce que j'aime pas le sujet. Ah d'accord. Mais tu t'y prendrais comment alors si demain tu devais virer quelqu'un? Je lui fais un recommandé. Un texto. Je dis écoute, ça va plus entre nous. Vas-y, ciao. C'est pas toi, c'est moi. Je change les serrures, tout. C'est pas toi, c'est moi. Je veux plus. La fameuse stratégie. L'entreprise n'a plus les moyens pour ton poste. Désolé. C'est comme non, mais ça. surtout que c'est horrible de dire ça parce que derrière, en fait, c'est comme une fin de relation amoureuse. Tu finis avec ta relation amoureuse comme ça et tu t'inventes un prétexte, mine de rien, pour la personne. Alors ne sortez pas des amis, ne sortez pas non plus avec la nana ou le mec avec qui vous couchez parce que c'est embêtant. J'ai pas compris. Non, ne recrutez pas. Ne sortez pas avec la nana avec qui vous couchez. Ne recrutez pas. Tu as raison. Non, mais t'es en train de dire, c'est comme quand on finit une relation amoureuse. Mais j'ai envie de dire, je rajoute aussi, n'intégrez pas parce que c'est votre nana. Tiens, je vais bosser avec elle, c'est ma meuf. Ça peut aussi faire, non seulement ça peut casser le boulot, mais pire, c'est qu'à la maison, ça fout le bordel aussi. Ça peut amener des t'as plus de sujet en fait, t'as plus de sujet perso, t'es dans le lit le soir et finalement tu discutes. Ça c'est un putain de red flag. Sauf si c'est encore une activité. Il y en a, moi j'ai connu un couple dans le MLM d'ailleurs. Qui cartonnait. Il y a des couples business et le truc c'est que moi je trouve ça merveilleux à regarder de l'extérieur. Je fais oh là là, ça a l'air génial. Et ils parlent que de ça. Ouais. Et en fait c'est quand même, tu vois, il y a un taux d'engagement. C'est qu'en fait si jamais tu commences à avoir des doutes, t'es au piège. Là, ça dépend énormément. Tu sais, c'est un peu comme la relation que nous on a. On n'a jamais pris d'engagement officiel avec comme un espèce de carnet de 10 règles à respecter. Mais malgré tout, on connaît les limites qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas bâtir sur notre relation. Je pense qu'en fait, quand tu es en couple, c'est un peu la même chose. En plus poussé, évidemment. Mais en fait, tu sais que faut être capable de faire la part des choses. Ouais, c'est vrai.
On discutait la dernière fois avec le... Bon, c'est beaucoup moins du business, mais le patron du bar où on allait la dernière fois. Oui, ouais, tout à fait. Enfin, la patronne plutôt. Et qui en fait, du coup, le patron est les patrons sont un couple. Je pensais dire, le patron est une patronne. Je sais où est-ce qu'il va en venir? Non, le patron est un couple, mais du coup, Il veut bordel là, ok, c'est ça le sujet. Ils ont bien instauré ce truc où le week-end, en fait, ils ne parlent pas de boulot. C'est que du perso. Et après 22h dans le lit ou quoi que ce soit, c'est pas de boulot, c'est que du perso. Non, mais il faut des règles. Je pense qu'en fait, quand tu as des règles comme ça, c'est beaucoup moins un souci. Mais par contre, il faut un niveau de maturité de communication que tu retrouves chez maturité, complicité. Puis il faut vraiment que la relation soit très solide. Qu'il n'y ait pas de doute, ni d'un côté ni de l'autre, en disant... j'ai envie d'aller voir ailleurs ou j'ai envie voilà, non, faut vraiment que le couple soit installé, tu fais pas ça au bout de 6 mois quoi. Tu vois non. Donc mais quand même. Donc en fait finalement je t'ai coupé puis on est parti sur un autre sujet mais tu voulais dire quelque chose. Comment tu vires quelqu'un bordel? Tu vires quelqu'un Clément. C'est ça. Pour moi faut qu'on parle. J'ai pas trop aimé la manière dont tu m'as parlé la dernière fois. La manière dont t'as parlé de politique au début de ce podcast, c'était scandaleux. J'ai pas trop kiffé. On a pris une décision avec Hugo. Et je pense qu'on va continuer sans toi. Ouais. Bah écoute, c'est très bien pour virer quelqu'un. Là, toi, non, la bonne... trop ferme, en sachant que toutes les dettes qu'on vous doit, on les garde. C'est bon. D'accord, ok. Ah, ce serait un super motif pour te virer, ça en fait. De quoi? D'avoir des dettes? Bah ouais, c'est clair. Pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer de moi? Parce qu'on te doit de l'argent et c'est pénible. On préfère mettre un terme à cette histoire. C'est mieux qu'on se voit plus. Non mais bon, c'est vrai que virer quelqu'un c'est jamais évident. Moi j'en ai déjà viré quelques-uns quand même. Pas plus tard qu'hier. C'est dur à dire. Ne dis pas à quelle non mais date je passe encore une fois pour le salopard quoi. Je fais des blagues. La fois passée on me dit ouais t'as fait une blague raciste, c'est faux. C'est officiel hein. Il est au cours. Enfin oui. C'est officiel. Non mais. C'est officiel. Je veux dire tu nous as pas raconté ça et en fait tu dois le faire. Non je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier. C'est pas non mais c'est vrai que on prend jamais grand plaisir à le faire. En fait je pense que c'est la responsabilité et là tu te dis merde. C'est ça être chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu as un rôle, donc tu peux recruter, tu peux entre guillemets faire le bonheur, alors j'exagère un peu, je mets vraiment des guillemets, c'est-à-dire que tu peux sortir quelqu'un d'une situation. D'ailleurs la personne en question, elle était dans une situation en Thaïlande, donc elle avait démissionné de son précédent boulot, donc c'est vrai qu'il lui restait pas beaucoup de mois financièrement, je veux dire, elle avait pas non plus des ressources illimitées. Et puis en Thaïlande, il n'y a pas de chômage, il y a tout ça. Donc c'est-à-dire, au bout d'un moment, tu rentres chez maman, quoi, tu vois. Et malgré nous, on l'a remis dans cette situation-là, donc hier, puisque il a occupé donc un poste pendant 7 mois, pas un petit 7 mois. Il avait une tâche sur la logistique en fait importante, notamment pour un de nos gros clients qui finalement, en cours d'année, est devenu un client extrêmement secondaire en termes de chiffre d'affaires, pour tout un tas de raisons compliquées à expliquer ici. Et donc cette personne qu'on avait recrutée a fait, c'est vrai, un gros boulot pendant les premiers mois quand on était en Chine, il est retourné en Chine, etc. Il a fait un gros boulot sur la logistique. Mais malheureusement, dans les prévisions-là, en fait, on avait aussi potentiellement un encore plus gros client sur vraiment que de la logistique, avec des turnovers en fait, de containers tous les 2 jours, arrivée, départ, reconditionnement, départ, etc. pour les États-Unis, pour une très grande marque textile qui fait 30 millions de dollars à l'année, donc c'est quand même un truc, c'est pas rien. Et donc il y avait aussi en fait cette perspective qui était quasiment écrite et qui finalement au dernier moment twist. Ouais, on verra plus tard là parce qu'on change d'entrepôt à Los Angeles, donc on verra ça après, etc. Peut-être à la rentrée, mais bon, moi peut-être par expérience, je sais aussi que ça peut être des jamais. Donc il a peut-être trouvé une autre solution, ou alors finalement il s'est contenté de ce qu'il avait, il a amélioré ses propres process, j'en sais rien. Du coup, malheureusement en fait la tâche en fait qu'on avait donnée et les perspectives en fait de projection qu'on avait fait pour le travail de cette personne dont on a dû se séparer n'était plus là. Donc, c'est un salaire à payer qui n'est pas négligeable sur le niveau du poste. On parle pas de quelqu'un, on n'est pas sur un profil stagiaire, on est sur quelqu'un qui a des compétences précises dans la logistique, francophone, un français, donc évidemment avec un salaire quand même conséquent. Donc il a fallu qu'on fasse un choix et malheureusement on a dû s'en séparer, mais c'est jamais une tâche facile. Non, c'est sûr. Ça c'est une responsabilité. Voilà. Et donc là tu te dis, et en fait au moment où ça arrive, tu sais très bien, j'ai toujours l'image un peu de la guillotine, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu appelles la personne qui ne se doute pas forcément de ce qui va se passer, et j'ai toujours cette sensation un peu de dire tiens, allonge-toi là, mets la tête là, tiens, mets la tête dans le truc, attends, bouge pas, tout, poum, ça coupe quoi. C'est toujours cette sensation, cette image là. J'ai l'impression d'être Robespierre, quoi, tu vois. Et c'est assez dur, et en même temps tu te dis c'est la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est en fait peu importe l'humain, l'entreprise d'abord. L'entreprise, on doit parfois se séparer de personnes
pour l'entreprise et pour le bien de toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. C'est pour ça que ça s'appelle les ressources humaines. Exactement. C'est que c'est pas pour déshumaniser les personnes qui sont dedans, mais c'est vrai que du coup c'est quand même des ressources du coup au service de l'entreprise. L'entreprise elle peut changer de situation, changer de contexte, changer de santé économique, de vision, de trajectoire aussi. Et tu composes avec tes ressources. Tu composes autant avec tes ressources quand tu achètes du matériel ou quand tu revends du matériel, que quand tu lances des budgets publicitaires ou quand tu coupes des budgets publicitaires. Et quand tu prends des gens et quand tu dois te séparer des gens, quoi. C'est la vie d'une entreprise. Il n'y a rien de personnel dans ça. Il n'y a parfois des hauts, il n'y a parfois des bas. Il y a des missions, des fois, qui doivent prendre fin. Il y a des projections qui n'en sont plus. Quand j'entends, là, par exemple, dans les programmes politiques, parce qu'en ce moment, on est au moment où on fait cet épisode, il y a le vote donc, des législatives après la dissolution. Quand j'entendais le programme du NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste, sachez-le, je ne suis pas du tout porté sur l'extrême gauche. Voilà, ça c'est une chose qui non. C'est bizarre pour un chef d'entreprise, tu vois. Non, ça, c'est vraiment un truc profondément. Mais quand je voyais par exemple dans leur programme, ils ont martelé depuis des années. C'est oui, interdire les licenciements. Mais quelle débilité. Enfin, je veux dire, tu licencies les gens pour tout un tas de raisons, mais c'est pas forcément parce que t'es un méchant patron carnassier et tu veux te débarrasser ou tu veux gagner encore plus, tu vois. Non, c'est aussi que tu as des entreprises à faire tourner. Il y a des périodes où l'entreprise se porte très bien et des périodes où elle se porte moins bien, et tu dois avoir cette flexibilité de ressources humaines, comme tu dis, puisque derrière l'humain, c'est aussi un poste qui apporte une ressource financière, une richesse à l'entreprise. Et si on interdit les licenciements, c'est totalement débile, puisque finalement, on met en danger toute l'entreprise au bout d'un moment. Une entreprise qui va mal, si tu ne peux pas licencier les gens, et même quelqu'un qui ne fout rien, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas... arrêter de payer tout le monde au bout d'un moment, c'est pas une mesure qui peut vivre seule, en fait. C'est pas juste, on peut pas juste dire on a interdit les licenciements. En fait, ce qui est critiqué, c'est tout un système. Tu peux pas dire, dans le système actuel, tel que ça fonctionne, on interdit les licenciements, ça ne fonctionnerait pas. Il n'y a pas un monde où on peut, dans notre manière de créer de la valeur et de produire, interdire les licenciements. Il faudra tout remodeler, quoi. On va voir complètement. Donc, recruter, virer, malheureusement, ça fait partie des responsabilités du chef d'entreprise. Donc, sachez-le également, quand vous prenez ce poste, vous avez aussi cette responsabilité. Et c'est pas rien, sérieusement. Et c'est vrai que moi, je sais que personnellement, avant d'annoncer ça, c'est déjà arrivé quelques fois. Je passe pas mes journées à virer les gens, malheureusement. Mais j'en ai déjà, effectivement, on a déjà dû séparer de quelques personnes sur les 5 ans d'existence d'Incubox. En général, la nuit avant, où je sais que, je programme un rendez-vous, la nuit avant, je dors pas très bien. Et la nuit après, je dors pas très bien non plus. Parce que je sais, et je sais très bien, puisque j'ai une activité salariée, alors, quelques temps, finalement, j'ai pas été salarié très très longtemps dans ma vie, mais ça m'est déjà arrivé de me faire lourder comme ça, d'être convoqué dans un bureau, et quelqu'un en face qui dit on est vraiment désolé, mais voilà, c'est pas toi, c'est moi. Tu vois. On est bien d'accord que là, le personnage qu'on voit là, c'est pas le vrai Romain. Ça. Ah non. Ouais, quel est le vrai Romain là? C'est le personnage public qui fait genre qu'il a des remords à virer quelqu'un. Bien sûr. Non, parce que nous, sinon, on boit des coups et on se fout de la gueule des gens en question. T'as vu le coup de je dors mal la nuit d'avant et d'après? J'ai toujours vu Romain dormir, il dort très très bien. Je l'ai jamais vu souffrir d'ailleurs. Je souffre de problème de sommeil. Sachez-le. Alors en fait, le problème c'est ça, c'est que comme vous êtes... Faut pas qu'il voyage en première classe, juste pour repréciser certains sujets. Je voyage pas en première classe, je voyage en business class. Autant pour moi. Excuse-moi, une petite nuance. C'est un peu le souci de cet épisode, c'est que comme Clément, qui est finalement le compère d'Hugo, et qu'en plus ils sont côte à côte dans cette image, ils sont à 2 contre moi, et moi je suis tout seul, je ne peux pas me défendre. Bon, est-ce qu'on passerait pas au sujet suivant? Si, totalement. Du coup, en synthèse, pour automatiser un business, vous avez forcément du côté humain, parce que du coup, l'une des manières d'automatiser un business, c'est de recruter, et donc il faut être OK avec les relations humaines, donc être OK pour recruter correctement, et être OK pour virer correctement aussi. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les humains et que vous les détestez, automatiser un business, c'est compliqué, mais il vous reste malgré tout une solution, parce qu'on peut automatiser un business aujourd'hui aussi sans prendre d'humain, notamment avec la technologie et les IA qui sont apparus. Et je sais pas, est-ce que tu as des trucs qui viennent à l'esprit que tu pourrais partager sur comment automatiser certaines actions? C'est peut-être des exemples concrets. Déjà qu'on soit bien d'accord. Et oui, tu peux automatiser un business à 100% si jamais tu es tout seul dessus et que tu veux pas travailler avec d'autres humains. Par contre, ton business sera évidemment plus petit. Tu peux pas commencer à aller taper un business à plusieurs dizaines de millions. Enfin, il y a peut-être quelques contre-exemples, mais je veux dire, de manière générale, tu pourras pas. Maintenant, par contre, en étant tout seul, tu peux réussir à te débrouiller, à automatiser à 100% ta petite boutique e-commerce avec ton SAV qui est peut-être
Là, justement, j'ai un. D'ailleurs, faudra pas trop tarder parce que j'ai un call avec avec Gorgias là. Oh, le mec, il vient déjà, on il les s'incruste sur l'épisode et en plus, il va nous faire finir plus tôt T'imagines ? pour faire son appel. C'est Et incroyable. donc, par exemple, tu as des outils comme ça qui te permettent. Bah là, en fait, on aura quasiment plus besoin de personne en SAV. Si j'ai bien compris à quoi servait vraiment l'outil, il faudra que je le prenne en main, voir si c'est pas trop des paillettes qui m'ont mis dans les yeux. Et ça se relie directement avec le sujet précédent. Si t'as plus besoin de quelqu'un pour le SAV, tu dois virer. Bah voilà. Voilà, tout simplement. Et on aurait peut-être jamais dû passer par quelqu'un. On aurait peut-être déjà dû prendre l'outil dès le début. Non, mais c'est vrai qu'avec les IA. Alors, bon, après, moi, les IA, attention, malgré que je sois dans la tech, j'ai quand même un avis. Bon, en vrai, il rejoint beaucoup de monde. Je vais pas commencer à dire que j'ai un avis qui est tranché. Mais c'est l'avis de dire il est trop tôt pour laisser encore les mains libres à l'IA. C'est un bon assistant pour l'instant, mais en vérité. Après, je sais pas lui pas, en laisser fait, les clés de la je suis boutique, partagé quoi. entre le fait de, à la fois, j'ai l'impression qu'il est trop tôt pour effectivement lui laisser les clés de la boutique et ça fait juste un assistant pour l'instant. Et à la fois, j'en entends certains parler qui disent, enfin putain, si je les écoute parler, en fait, l'IA, c'est une IA surpuissante que moi je n'ai pas. J'ai pas cette IA là, j'arrive pas à la trouver. Alors ils ont des petites techniques d'aller, par exemple pour GPT, ne pas lui parler directement dans le chatbot, mais sur le, comment il s'appelle, l'interface. En gros, c'est un espèce de truc comme si tu passais par l'API, c'est pas exactement ça, j'ai oublié le terme. Je sais pas, mais en fait, je sais pas. Moi, moi, de mon point de vue, l'IA n'est pas encore assez au point de toute manière pour vraiment lui laisser les clés. Bah moi, sur tous les supports là en ce moment, les supports PayPal, les supports Stripe, je sais que les Y a rien fournisseurs qui de va. paiement, mais même d'autres trucs, plus récemment UPS, des trucs comme ça. Tous les supports des grosses boîtes là sont passés avec des assistants virtuels. En tant que dans la position du consommateur, C'est moi là, usant. c'est en train de me faire péter des câbles. Alors Ouais, soit c'est mais parce que c'est attention, pas au point. Faut pas tout confondre. Là, faut pas confondre un support d'une boîte dont t'as pas le choix de te passer. Par exemple, UPS, en Ouais. vrai, tout, on s'en fout. Bien sûr, Tu bien sûr. pas UPS, PayPal, c'est pareil. Ouais. Enfin, en tout cas, de notre côté à nous. Côté Ouais. consommateur, évidemment, c'est important. Par contre, le SAV de ta boîte, de ton e-commerce ou de ton SaaS, mais il a besoin d'être parfait. On le voit, de toute façon, là, le e-commerce, enfin, pas le e-commerce, le SAV des SaaS ou des trucs comme ça depuis 3 ans, c'est une folie. Ça te répond en 2 heures, c'est des réponses qui sont Mais incroyables. c'est justement mon point, c'est que justement, de fait, nous, comme tu dis, il faut que ce soit parfait, et donc les IA, pour avoir un sentiment quand tu es consommateur bien, c'est pas au point. Moi, en tant que consommateur, dès que je parle à une IA, peu importe le service, du coup, ça m'énerve. Ça se fait. Surtout que c'est précisé comme tel. Tu dis contactez-nous, contactez le support, bam, un chat où c'est écrit assistant virtuel. Ouais. Je suis un putain. Non, mais moi, si je vous contacte pas, là. Pour moi, c'est pas du support, c'est du. Voilà, C'est une FAQ poussée en fait. c'est une FAQ poussée, exactement. C'est-à-dire que là aussi, tu as des process, tu as des questions qui sont déjà préécrites et des réponses préécrites. Mais est-ce que l'IA va vraiment t'aider quand tu as alors, je fais vraiment mon vieux con, mais qu'est-ce que c'était bien quand il y avait des gens au bout du fil. Tu appelais un support, tu avais quelqu'un, un humain, qui Le allait. quinquagénaire. Le quinquagénaire, exactement. J'ai pas mes 50 ans, mais c'est pas grave. Tu sais qu'il y a eu Internet entre temps. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des pays, tu vois, par exemple pour la Thaïlande, Sylvain me disait, enfin lui, il appelle le support de n'importe quoi, sa banque, tout ça, 24h/24, t'as un humain. Ouais. Et le problème se règle tout de suite. Tac. Mm. Oui, je comprends, machin, tout que ça se règle. Alors que sinon, enfin c'est. PayPal, ça fait 6 mois, moi, personnellement. Ouais, mais bon, PayPal, c'est un peu spécial, c'est des bâtards. Voilà. Ça, on peut le dire, ça. Moi, j'ai plus peur de le dire. Bâtard. Honnêtement, Bâtard. là, je suis pas en guerre. Hein. Si jamais vous regardez ça et vous êtes en train de faire des pétitions pour monter une équipe contre eux ou mettre des affaires de justice, j'en sais rien, j'en suis. Franchement, non, c'est trop. Ce qu'ils font, c'est trop. Bah, je dirais pareil, puisqu'il y a une grande partie de cet argent bloqué qui est le nôtre. Donc, je dirais On est pareil. déjà 3 avec Clément. Super. Ok, bon, bah, très bien. Y a-t-il encore des sujets sur cet épisode? Comment vous concluez d'habitude? On conclut jamais. On conclut pas, on dit bon bah voilà, c'est fini, merci, au revoir, à bientôt. Nous on en profite, on instaure une conclusion. Non, mais de toute façon, on conclut. Allez, il nous reste encore 10 minutes. C'est ça, tu pars à 15? Ouais. Bon, une dernière question, puis on conclut. Alors, attends, laquelle on va prendre? Comment déléguer correctement? Freelance, agence ou salarié? Pardon? Ça dépend tellement du sujet, enfin du Ouais. poste. Freelance, agence, salarié, ouais, ça dépend tellement. Non, mais déjà, Je sais salarié. pas, Media buying, par exemple. Plutôt un freelance, plutôt une agence, plutôt un salarié. Freelance parce qu'il faut payer au résultat. Ou agence, mais pas salarié parce qu'il faut payer au résultat, pas un truc comme ça, je pense. Ouais, ok. Pourquoi? Parce que t'as besoin, c'est un métier qui est super important et t'as besoin d'avoir un suivi qui est parfait, qui est pointilleux. Ouais. Ouais, en fait, il y a certains métiers comme ça qui doivent être payés au résultat, je pense. Moi, je pense qu'en même en dehors, simplement, en dehors du métier, personnellement, je préfère payer des freelances pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il n'y a pas de charge.
Bah oui, Ouais. forcément. Déjà, donc évidemment, la personne, et en fait, on travaille avec des gens qui ont un profil d'entrepreneur eux-mêmes. Ouais. Ce sont des gens qui ont leur propre entreprise, en fait. Et donc, c'est simplement, voilà, c'est une mission qui peut être plus ou moins longue, mais n'empêche que voilà, et ils ont cette capacité de travail et cette implication comme quelqu'un qui ferait le boulot comme toi, quoi, quelque part. Alors qu'un salarié, malgré tout, il fait ses horaires, il a son petit salaire, tu vois ce que je veux dire, c'est la mentalité salariée. C'est vraiment une sorte de mentalité, en fait, je pense. Ouais, parce que moi, dans mon exemple à moi, en fait, si jamais tu prends un freelance pendant plus de 3 mois, que tu fais venir dans tes bureaux et tout, pour moi, c'est un salarié. Alors effectivement, fiscalement, c'est pas la même chose. Ouais. Ça reste un freelance. Demain, si tu dis c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de mettre au prud'homme, tu vois. Sauf s'il y a un contrat qui dit que. C'est quand on ressentit, c'est tout comme quoi. Dans la manière dont on travaille. Ouais, mais alors dans ces cas-là, alors est-ce que c'est fair c'est fair play quelque part? Non, du coup, non. Tu vois, de dire, alors la personne est là, elle a ses horaires comme un salarié, etc. Mais on lui refuse ce statut. Ouais. Sauf si la personne est d'accord, tu vois. Mais. Parce que de toute façon, t'as forcément un vase communicant dans le salaire déjà. Si jamais admettons, tu payes 2000 la personne, si jamais tu débourses 4000 pour un salarié et 2005 globalement pour un freelance pour que lui touche 2000 net, du coup tu fais un espèce de vase communicant où du coup tu la payes 3000, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Pour qu'elle, du coup, elle est 2005 et pas 2000 en CDI. Ouais, généralement les freelances s'y retrouvent et les entreprises aussi. Ouais, naturellement un freelance est mieux payé qu'un. Un freelance est mieux payé et moi j'ai tendance à vachement mieux payer d'ailleurs un freelance parce que justement je veux qu'il s'implique et quand je vois que l'application est réelle, tu te dis voilà, on n'est pas sur un poste salarié, t'as pas tes congés payés, t'as pas tu vois ce que je veux dire, t'as pas ta prime, t'as pas, donc on instaure souvent des rémunérations. On n'a jamais, moi j'aime pas payer des charges pour l'État, ça c'est clair. Par contre, ça c'est évident, la retraite, la sécu, tout ça, écoute, c'est chacun son problème, quoi. Donc à la limite, voilà. Mais par contre, si la personne fait du bon taf, il y a aucun souci pour très bien la payer. Ouais. Vraiment. C'est même plus facilitant parce que tu vois, maintenant tu voudrais recruter un poste important et tu voudrais bien payer, le contrat de travail salarié te bloque et en fait ça devient très risqué. Alors qu'effectivement en freelance tu peux très vite déjà bouger. Si jamais tu peux dire au début voilà on te paye 4000 balles, c'est pas dangereux pour toi parce que tu peux te séparer de la personne quand tu veux. C'est ça. Tandis que si tu dis 4000 en fait c'est ce que vaut ce poste, sauf que toi tu dois en sortir 8 et tu es engagé auprès de la personne et après du coup tu peux te retrouver bloqué. T'as envie de dire non, moi je vous propose un contrat à 2000 parce qu'il faut surtout sécuriser. Bien sûr. Et si tu payes quelqu'un 4000, alors d'accord, lui aussi a des charges en tant que freelance, mais c'est du service, c'est quoi, 22-23% dans ces là. Bon, d'accord, ok, mais 4000 il les a. Alors que si tu as vraiment ce budget de 4000 pour ce poste, c'est pas 8, c'est 4. Ça veut dire que je t'embauche comme salarié, mais en fait, dans ta poche, à la fin, mais tu cotises pour ta retraite, hein, t'inquiète pas. Mais n'empêche que la personne, à la fin du mois, elle a 1950 € dans la poche. Elle a pas, elle a même un petit 2000, quoi. Ouais, donc là, c'est pas la même motivation non plus de venir au boulot, alors que toi, par contre, ça change rien. Tu donnes 4000. Ta dépense à toi reste la même. Et en plus, elle a droit à ses 5 semaines de congé, elle a droit à ceci, elle a droit à cela, auquel que toi, c'est normal, tu vois, dans un sens. Les petites structures, pour moi, les petites structures qui ne sont pas en levée de fonds peuvent pas, très rarement, recruter des salariés, en fait. Aujourd'hui, avec l'ensemble des charges ou ce qui protège un salarié, j'ai une structure où on est 4. Moi, demain, il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit qui tombe malade, qui pose un arrêt maladie. Nous, la boîte, c'est pas qu'elle est finie, mais c'est tu amputes un membre à part entière et du coup, soit tu remplaces la personne, du coup, tu ressors le double, ça te coûte le double. Enfin voilà, une petite structure, elle peut pas se permettre ça en temps normal. C'est pas possible. Ou alors, en tout cas, c'est un frein de croissance incroyable. Enfin, c'est pour ça qu'il faudrait, je pense, différencier ces contrats-là. Tu vois, il peut pas y avoir le même CDI pour Toyota et pour un cabinet comme ici il y a, c'est pas possible. Ça peut pas être les mêmes règles du jeu. Ça peut pas fonctionner comme ça. Les enjeux sont pas les mêmes. Donc, bon. Ok, écoutez, en concluons donc sur cette instaurons question. Une vraie conclusion. Je dis instaurons comme si j'allais venir à chaque fois, mais. Allez, instaure une nouvelle conclusion. Non, mais j'ai pas d'idée. Mais venez, on en débat, on trouve un truc. C'est nul, c'est le pire. Non, il faut vraiment qu'on arrête avec ces petits boutons. C'est tentant, vous savez, on a une console de mixage qui est là, avec des boutons avec des sons préenregistrés, qui ne font rire que nous, malheureusement. Faut conclure, de toute façon tout le monde va partir et le watch time sera mauvais. Là on peut pas rester comme ça à se regarder dans le... Ok, clap de fin, merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous. Non, abonnez-vous, mettez un commentaire, activez la cloche. N'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos autres chaînes YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Et sinon on vous embrasse, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, refais ton clap clap. de fin.